Our response to any further aggression may take the form of a robust scaling up and expansion of these existing sanctions. And of course, we are ready to take additional, unprecedented measures with serious consequences for Russia. This build-up has no justification. It is provocative, it is destabilizing. La ligne rouge pour Moscou, c'est l'адhésion à l'OTAN. Но надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту, а где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами. Our cooperation with Ukraine is defensive. It's not in any way a threat to Russia. The aggressor here is Russia. Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно. Сейчас. Le sujet post-soviétique, ce qui s'est passé après la disparition de l'Union soviétique, fait toujours la une de l'actualité internationale, avec en particulier cette année ce qui se passe en Ukraine. Cela signifie qu'au cours des 3 dernières décennies, ni les Occidentaux, ni les Russes, ni ces pays de l'entre-deux, cet ancien empire soviétique, les Biélorusses, les Ukrainiens, dans le Caucase, les Azerbaïdjanais, les Arméniens et même en Asie centrale n'ont été capables d'inventer ensemble un ordre stable, un ordre qui convient au peuple. Et il y a toujours, 30 ans après, de fortes tensions nationales dans cette région du monde. Lorsqu'on parle de la crise ukrainienne, il faut bien distinguer 3 choses. La Crimée, le Donbass et l'ensemble de l'Ukraine. La Crimée a été annexée, sans violence d'ailleurs, par la Russie en 2014. Même si les diplomaties occidentales refusent de le reconnaître, tout le monde en privé pense qu'on ne reviendra jamais au statu quo précédent et que la Crimée restera russe. Le Donbass, c'est autre chose. Le Donbass, c'est une région industrielle peuplée de gens qui parlent russe, qui est tenue aujourd'hui par des séparatistes pro-russes, avec le soutien non officiel, mais un soutien quand même assez fort de la Russie qui les arme, qui les finance, qui les protège d'une certaine manière. Mais la Russie ne veut pas annexer cette partie de l'Ukraine. Paradoxalement, et contrairement à ce que disent les déclarations officielles, l'Ukraine ne tient pas particulièrement à récupérer cette zone qui est pauvre et qui serait de toute façon peuplée de gens qui leur poseraient un gros problème si jamais ils reprenaient un contrôle en dehors d'une autonomie totale. Et puis il y a le reste de l'Ukraine, c'est-à-dire un grand pays dont une partie est très occidentalisée, la partie très proche de la Pologne. Et ça, effectivement, l'enjeu, c'est de savoir de quel côté l'Ukraine, dans les 10 ans ou les 30 ans à venir, va basculer. Est-ce que ça restera quelque chose proche de la Russie? Est-ce que ça restera quelque chose de neutre? On parle de finlandisation, c'est-à-dire que les Ukrainiens pourraient choisir librement leur régime politique, mais pas leurs alliances internationales, c'est-à-dire qu'ils n'adhéreraient pas à l'OTAN ou à l'Union européenne. Et enfin, troisième hypothèse, l'Ukraine devient membre de l'OTAN et de l'Union européenne, mais ça, on l'a dit, c'est un casus belli pour la Russie et personne n'a intérêt à pousser la logique jusque-là. Vu de Moscou, l'Ukraine, c'est un peu la Russie. Et les Russes ont beaucoup de mal à accepter que ce grand pays, cette grande région du sud de ce qui était jadis la Russie, avant même l'Union soviétique, se soit séparée. C'est un peu,
pour caricaturer, comme si l'on avait retiré la Provence et le Languedoc à la France, parce que c'est une civilisation différente, méditerranéenne, qui a eu une histoire pendant des siècles indépendante de Paris. C'est donc mal vécu par la Russie qui se sent amputée d'une partie de son territoire. En face de ça, l'Ukraine, le nationalisme ukrainien, comme il existe un nationalisme russe, considère au contraire qu'ils sont une nation différente de la Russie, avec une langue, avec des traditions, avec un passé différent de celui que l'on a à Moscou ou à Saint-Pétersbourg. Et il y a là le choc de représentation du monde. On est en pleine géopolitique. La Grande Russie, qui se vit comme un empire d'une certaine manière, et la nation ukrainienne qui a, il faut bien le reconnaître, du mal à émerger depuis le début du XXe siècle et encore aujourd'hui, un siècle plus tard. La position de Moscou, qui ne pense pas pouvoir récupérer ce territoire, et de dire ce territoire doit être entre guillemets neutralisé, c'est-à-dire qu'il ne doit pas relever de l'Occident, c'est-à-dire de l'OTAN, c'est-à-dire des Américains qui sont vus de Moscou considérés comme les vrais ennemis. La ligne rouge pour Moscou, c'est l'adhésion à l'OTAN ou la forte présence de l'OTAN en Ukraine, même si l'Ukraine ne devenait pas un État membre de l'OTAN. Ça, pour Moscou, c'est ce qu'on appelle un casus belli, c'est-à-dire quelque chose qui pourrait réellement déclencher un conflit. En face de ça, les Ukrainiens disent « mais après tout, nous sommes une démocratie et nous sommes libres de choisir avec qui nous voulons être alliés, dans quel système d'alliance, l'Alliance Atlantique avec les Américains, l'Union Européenne pour l'économie avec les Européens. » Donc il y a deux légitimités qui s'affrontent. Il y a une légitimité démocratique des Ukrainiens et puis il y a la Russie qui estime que sa sécurité, son identité, ses intérêts vitaux seraient mis en jeu par l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Il va falloir trouver un compromis. Les Américains et les Russes en discutent, les Européens un peu également, mais les Russes veulent surtout discuter avec les Américains. Reste à savoir jusqu'où les uns et les autres sont prêts à aller. Les Russes, manifestement, sont prêts à aller très loin. Lorsqu'on parle d'intérêts vitaux, pour une grande puissance, on parle de choses extrêmement sérieuses sur lesquelles les gens n'ont pas envie de plaisanter. Est-ce que les Européens de l'Ouest ou de l'Est même, est-ce que les Américains sont prêts à aller aussi loin dans un affrontement avec Moscou pour soutenir l'Ukraine? Toute la question est là, parce qu'à un moment, ça peut signifier un conflit armé. Est-ce que les Européens et les Américains sont prêts à mourir pour le Donbass, pour la Crimée ou pour Kiev? La question est posée. Je pense que la réponse serait plutôt négative.